Vous êtes l'une des voix les plus marquantes de ce mouvement panafricanisme dans l'espace francophone. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages. Actuellement, vous êtes ici en Éthiopie depuis quelques jours. Pouvez-vous nous en dire plus sur le motif? Alors, nous avons été invités par l'université d'Addis Abeba afin de faire un exposé sur la question du panafricanisme comme étant une clé fondamentale permettant de résoudre les conflits interethniques au sein du continent. Et nous sommes aussi invités, nous avons été aussi invités à l'Union africaine, où nous étions ce matin, afin de pouvoir réfléchir et deviser collectivement sur la problématique de la réadaptation du panafricanisme au XXIe siècle. Et enfin, parce que ça me paraît, je pense, important de le dire, nous sommes invités plus globalement dans le cadre de l'African Liberation Day, parce qu'on ne peut pas nier une réalité effective qui est qu'en ce XXIe siècle, malheureusement, qui dit libération dit que de l'autre côté il y a une oppression et que nos populations doivent encore plus que jamais s'organiser, s'unifier et se concentrer sur l'objectif afin d'aller vers la voie de l'autodétermination. D'accord, merci. L'Afrique Day célèbre l'unité de l'Afrique contre l'oppresseur. Et si vous devez désigner aujourd'hui les menaces principales pour l'Afrique, quel serait son visage? Et en plus, en quoi diffère-t-elle de la menace passée? Je pense que l'ennemi s'est réadapté aux problématiques du XXIe siècle. Et qu'on ne peut comprendre qui sont les adversaires du continent africain sans comprendre la mutation du capitalisme. Après la fin de la guerre froide qui voyait s'opposer initialement le bloc de l'Ouest au bloc de l'Est et sur le terrain beaucoup plus économique, le capitalisme au communisme, le capitalisme a gagné et a muté vers son ultime forme qui est devenu le néolibéralisme. Un néolibéralisme à la fois économique et sociétal, qui prend donc les populations par deux voies, qui sont deux voies en réalité complémentaires quand on y réfléchit en profondeur. Et ce néolibéralisme économique et sociétal, appelé aussi le globalisme, est devenu une forme agressive justement du capitalisme qui a asphyxié une grande partie de l'humanité. La plupart des pays malheureusement sont rentrés sur le terrain économique dans ce néolibéralisme-là, même la Chine en question qui a une structure sur le terrain économique, on ne va pas se mentir, qui est dans sa base communiste, a malheureusement pour elle, certains diront heureusement, ça dépend de quel bord on se place, a dans son sommet, dans son rapport à l'autre, à l'extérieur, plus que jamais une dynamique profondément néolibérale. C'est quelque chose de très problématique, mais c'est la voie pour certains qui paraît comme étant absolue pour accéder aux lois du marché. De l'autre côté, il y a un néolibéralisme qui, par contre, a été beaucoup plus critiqué, qui est le néolibéralisme sociétal, que certains vont appeler l'occidentalisation du monde, certains vont appeler le monde moderne, le modernisme en tant que tel, et qui a voulu imposer ses règles au reste de l'humanité. Et en ce sens-là, des organisations comme celle que je préside, Urgence panafricaniste et d'autres, ont décidé d'être vent debout contre ce courant voulant déraciner nos populations, voulant imposer un schéma de société à nos populations et voulant en réalité exploiter et piller nos ressources. Y a-t-il beaucoup de choses à changer pour plus de l'inclusivité au sein de l'Union africaine et comment apporter un renouveau? Moi, je pense que la priorité pour des institutions comme l'Union africaine, c'est de redevenir crédible auprès des masses populaires. Parce qu'il y a aujourd'hui une déconnexion profonde entre cette institution et les populations africaines. La plupart des populations, si vous leur demandez quel est le président de la Commission de l'Union africaine en 2025, 99% des populations africaines ne sauront même pas. Il n'y a qu'une partie infime de l'élite qui le sait. Vous voyez ? Et vous rajoutez à cela un problème qui me paraît là aussi profondément central, qui est qu'il n'y a pas de leader d'opinion africain des sociétés civiles qui sont présents dans des institutions comme l'Union africaine. Et ça s'explique par le fait que l'Union africaine aujourd'hui est majoritairement financée par l'extérieur. Et donc, je pense qu'il y a une réforme structurelle fondamentale à faire. C'est dans ce cadre-là que notre organisation Urgence panafricaniste a été créée, en partant du principe que ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple devra le faire lui-même. Voilà. Alors, qu'est-ce que votre organisation est en train de faire? Alors, la dynamique, elle est
tripartitionnelle, on va dire. Il y a une dynamique liée à la justice sociale, parce qu'il n'y a pas de combat pour l'élévation de nos populations sans la propagation de la justice sociale. C'est ce qui nous pousse nous-mêmes à avoir créé un certain nombre de programmes. Le plus célèbre d'entre eux se nomme le programme Alodo, qui est un programme d'aide sociale via la création de microcrédits, financés en partie par des partisans footballeurs et autres, qui est remis donc à des femmes en état d'extrême précarité pour que celles-ci puissent créer leur entreprise, commencer justement leur activité, et une fois qu'elles ont réussi à monter leur structure, elles remboursent progressivement le microcrédit qui leur a été donné, ce sans intérêt. Ça, c'est un des aspects, donc l'aspect sur le terrain de la justice sociale. Il y a l'aspect maintenant sur le terrain de la lutte contre le néocolonialisme. Nous voulons la souveraineté, nous sommes des souverainistes. L'Afrique est la cible aujourd'hui de manipulation en tout genre, de l'Ouest comme de l'autre côté, je le dis très clairement aussi, et il est important que l'on ait une démarche visant à être souverainiste intégrale, pas simplement contre les uns, mais contre tous ceux, sans exception, qui veulent nous assujettir. Et enfin, la troisième partie, qui me paraît être une partie importante, dont très peu malheureusement de mouvements sur le continent africain parlent, c'est, parce que généralement ils parlent de ces sections de manière séparée, nous réunissons ces aspects-là, c'est la bonne gouvernance. Souvent, ceux qui parlent de bonne gouvernance sont sponsorisés par l'Occident. Souvent, ceux qui parlent de souveraineté sont sponsorisés par la Russie. Nous sommes dans une démarche de parler et de bonne gouvernance, et de souveraineté, et de justice sociale. Et nous ne voulons qu'une seule chose, que chaque partie de l'humanité respecte ces aspects qui sont les nôtres, à commencer par nos dirigeants. Donc c'est le travail que nous faisons pour ça. Nous avons organisé des manifestations de masse depuis plus de 10 ans contre le néocolonialisme. Nous continuons à le faire. Ça nous vaut des arrestations, des incarcérations, etc. Tout ce qui s'ensuit, mais ça fait partie du combat en réalité. On peut dire en toute simplicité que nous avons fait partie de ceux qui ont engendré le processus révolutionnaire qui se déroule aujourd'hui en Afrique francophone. Notre organisation Agence panafricaniste, nos adversaires eux-mêmes le concèdent. Et nous allons continuer plus que jamais. À votre avis, comment pouvons-nous détacher de toute forme de colonialisme et d'ingérence étrangère, que ce soit de l'Occident, comme la Russie ou la Chine? Je pense que la seule solution, c'est d'être capable de nous unir nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas demander aux autres de ne pas agir dans une dynamique de pillage de nos ressources si de l'autre côté, nous-mêmes qui sommes censés être le toit protégeant la maison, nous sommes un toit troué, divisé, où chaque partie de la famille décide de se séparer, de se monter les uns contre les autres, quand il y a des tensions entre une ethnie A et une ethnie B, entre une tribu A et une tribu B, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. C'est l'unité des nôtres qui permettra de mieux nous faire respecter par le reste de l'humanité. Si on n'est pas dans cette démarche-là, on ne pourra pas avancer. Et donc, le panafricanisme, c'est ça, c'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. Et c'est un travail, à mon sens, qui est nécessaire d'être effectué si on veut véritablement avancer. Vous avez annoncé partir à Haïti. Comment faites-vous le lien avec ce pays des Caraïbes et votre combat panafricaniste? Pour moi, les Caraïbes sont le centre de gravité du panafricanisme. Le panafricanisme est né dans la diaspora. Le panafricanisme est né dans les Caraïbes. Et Haïti est pour le panafricanisme ce que la Mecque est pour l'islam, ce que le Vatican est pour le christianisme. Sans Haïti, il n'y a pas de panafricanisme. Et donc quand je vais là-bas, quand Haïti est en difficulté, ma responsabilité, c'est de venir à son chevet avec notre ONG Urgence panafricaniste et de tout faire pour proposer des solutions d'aide et d'accompagnement politique, idéologique, stratégique par rapport à la situation que connaît la centrale justement de ce panafricanisme-là. J'aime Haïti en perdre la raison, j'aime la diaspora en perdre la raison, j'aime le continent évidemment aussi, sinon je n'y vivrais pas. Mais je pense qu'on ne peut pas songer au panafricanisme sans la diaspora. Il faut rendre à la diaspora le rôle qui est le sien, un rôle moteur. Notre peuple a été déporté, une partie de notre peuple. Ce peuple-là a une symbolique extrêmement importante dans la résurrection de notre population. Et donc il est important qu'on soit dans cette direction et qu'on avance dans cette voie. Comment voyez-vous le changement de la ville Addis Ababa et ensemble, quelle est la contribution de l'Éthiopie pour le mouvement du panafricanisme? L'Éthiopie a un rôle historique. C'est le premier siège quelque part de l'Organisation de l'Unité africaine. C'est la maison centrale du panafricanisme institutionnel. C'est la terre de Haïlé Sélassié, Sa Majesté.
qui est une figure importante aussi pour un des courants les plus puissants du panafricanisme, qui est le rastafarisme. Et donc c'est pour nous une importance capitale de nous retrouver ici. Là où je dirais que nous sommes dans une perspective éthiopianiste pour certains, c'est que nous avons été formés, forgés, pour comprendre que l'Éthiopie a une destinée qui est liée à l'émergence et à l'élévation de notre continent. Mais il faut que les Éthiopiens le réalisent eux-mêmes, parce que parfois on a tendance à constater que parfois les Éthiopiens ne se sentent pas forcément connectés avec certaines réalités justement de ce panafricanisme. D'autres au contraire sont profondément connectés. On l'a vu aujourd'hui à l'université, c'était une bénédiction pour nous. Mais il y a un travail d'éducation politique à faire sur ces questions pour que chacun comprenne sa contribution, son rôle et son appartenance au projet commun. Et c'est la raison pour laquelle on a été invité. Très bien. Quels sont les défis auxquels le panafricanisme est confronté actuellement? Du néocolonialisme, qui aujourd'hui utilise des prétendus terroristes pour déstabiliser les pays afin de pouvoir sécuriser l'accès aux ressources pour les forces occidentales. Ça, c'est important qu'on puisse le dire. Donc la lutte contre l'insécurité, la lutte contre la pauvreté, la lutte pour une meilleure répartition des richesses, la lutte globalement contre le néocolonialisme, la lutte pour la bonne gouvernance. Je pense que ce sont... Et la lutte pour se réapproprier nos propres ressources. Pas pour les brader à d'autres, mais pour nous-mêmes s'en servir et pouvoir mieux faire vivre nos populations. Donc il y a un travail de fond à faire sur tout ça, c'est sur tout ça que nous travaillons. Les aspirations du panafricanisme sont les progrès, l'unité et la fraternité. Pensez-vous que ce qu'il se passe dans les pays de l'AES travaille dans ce sens? Ça veut dire le Mali, Niger et Burkina Faso. Bien sûr que ce qui se passe au Sahel est une situation qui doit, je pense, enseigner à beaucoup d'Africains qu'il est possible que le changement soit à portée de vue et à portée de main. Le Sahel, ce qui se passe aujourd'hui, est la résultante de ce qui s'est passé longtemps avant que les présidents à l'heure actuelle, qui sont à la tête du pays, prennent le pouvoir. Des présidents, contrairement aux années 60 où les présidents étaient les penseurs qui essayaient de sensibiliser le peuple, cette fois-ci, je dirais que c'est le peuple qui a sensibilisé ses leaders, qui a sensibilisé les militaires. C'est très important qu'on le dise et je serai toujours là pour le rappeler. Parce qu'il y a des mobilisations de masse, des gens qui ont été incarcérés, je pense à Ben le Cerveau, Adama Ben Diarra, d'accord, qui ont risqué leur vie pour que la souveraineté puisse être établie. Des gens comme nous qui avons été arrêtés à plusieurs reprises, interdits de rentrer dans plusieurs pays, je pense qu'il faut qu'on le dise. Et ce sont ces accumulations de processus qui ont fait que nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette situation-là. J'ai d'ailleurs une pensée pour le frère Shadrach Watowede Onigbo, qui au Bénin est arrêté pour dénoncer le système néocolonial, qui est un des membres importants de notre ONG dans sa section béninoise. Donc il y a source d'espérance dans cette région, mais je ne fais pas partie de ceux qui se gargarisent en disant que tout va bien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit améliorer, beaucoup de choses sur lesquelles on doit travailler, beaucoup d'autocritique que l'on doit accomplir. Je me méfie dans cette révolution que nous menons de l'excès de propagande de 10 partenaires de notre cause, ou d'alliés de notre cause. Parfois je vois des choses, des fake news qui ne servent pas notre combat. Et si on dénonce les fake news qui sont très nombreuses, des médias manipulateurs et oligarchiques occidentaux, ce n'est pas pour que nos alliés fassent la même chose de l'autre côté. J'aimerais m'extirper de tout ça et que l'Africain raconte son propre narratif avec sa propre réalité, dire ce qui va, dire ce qui ne va pas. Le terrorisme n'est pas encore vaincu, la justice sociale n'est pas encore, comment dirais-je, obtenue, donc il y a encore du travail à faire. Et dire cela n'empêche pas de reconnaître la puissance de la révolution qui a commencé il y a de nombreuses années, d'accord, par la lutte contre le franc CFA au XXIe siècle, puis par la suite pour la lutte contre les bases militaires françaises et qui continue aujourd'hui avec la prise de responsabilité des dirigeants de l'AES qui sont des dirigeants très honorables. Voilà. Mais être très honorable n'exclut en rien que les gens qui aiment ces dirigeants leur disent que le travail continue, chose que je fais constamment. D'accord, merci beaucoup.